sud-est, un pays qui s'appelait la Judée, et où les monstres et les créatures diaboliques vivaient en liberté parmi les hommes. Le pire de tous, qui s'appelait le Léviathan. Il était fort comme 10 éléphants. Il avait des dents coupantes comme des épées, des yeux brillants comme de la braise, et une odeur, une puanteur à faire s'embraser des charbons. Vint un saint homme du nom de Jean. Qui se baladait de ci de là et disait à qui veut bien l'entendre que bientôt un sauveur allait venir et que le pays maudit de Judée allait bientôt devenir une terre sainte. Bon, le Léviathan, il entend ça, il n'est pas rassuré. Il se dit, moi je suis déjà bien vieux, j'ai plus de 1000 ans, je ne sais pas si je pourrais lutter contre ce sauveur. Alors, Léviathan décide de sortir en boîte, d'aller dans une discothèque. Alors la discothèque, les amis, c'est l'endroit où les monstres célibataires doivent se rendre lorsqu'ils cherchent une femelle de leur espèce. Et dans la boîte, dans la discothèque, tout au fond, près du bar, il y a une gorgone. Et cette gorgone, elle était si moche et si méchante que malgré qu'elle avait déjà plus de 500 ans, elle n'avait toujours pas trouvé le mari. Le Léviathan, lui, il se dit, je ne suis pas Justin Bieber, hein, moi je suis moche aussi. Vous connaissez Justin Bieber? Il était moche. Alors il se dit, avec celle-là, j'ai ma chance. Et donc, il s'approche d'elle, il lui paye un verre, il commence à papoter, et vous venez souvent ici, est-ce que vous habitez chez vos parents? Est-ce que c'est à vous, ces yeux-là? Et patati, et patata. Et pendant toute la nuit, ils ont bu de l'alcool et du Red Bull. Et le matin, ils se sont mariés. Et 13 mois plus tard, voilà que leur naît un enfant. Ils l'appelèrent Ramina Kropistakaskovas. Mais comme diminutif, ils lui donnèrent le petit nom de Tarasque. Alors Tarasque, il refusait de manger 5 fruits et légumes par jour. Il passait sa journée devant la télé. Il ne voulait pas se laver, et à l'école, il était un des plus mauvais élèves. Il refusait d'apprendre le néerlandais. Pourtant, c'est important le néerlandais. Enfin, toujours est-il qu'un jour, sa mère prépare pour le souper du chicon. Du chicon, c'est un légume qui poussait là-bas en Judée et qui a un goût bizarre. Parfois, on n'en trouve pas ici. Mais Tarasque, il refuse de manger le chicon. Son père se fâche. Tarasque, tu vas manger le chicon ou tu seras privé d'un Nintendo DS. Alors Tarasque, ça lui plaît pas. Pas du tout. Vraiment pas. Il commence à être très en colère. Il se redresse. Il se gonfle. Il fait 3 fois le tour de lui-même. Il pousse son grand cri. Il se jette sur son père et le dévore en une seule bouchée. Sa mère est horrifiée. Elle se met à crier.
sensible. Ça veut dire qu'il n'aime pas qu'on crie près de son oreille. Alors, il se redresse, il se gonfle, il fait 3 fois le tour de lui-même, il pousse son grand cri, il se jette sur son père, dévorant d'une seule bouche. Après quelque temps, il avait bien digéré sa mère et son père. Il commence à avoir faim. Évidemment, il n'y a plus personne pour lui préparer des spaghettis. Il reste bien l'assiette de Chico là, mais il ne va pas la manger. Alors, il réfléchit, et puis il dit, tout compte fait, moi je m'ennuie ici en Judée, il n'y a rien à faire, c'est que le désert. Je vais partir pour découvrir le monde. Et il prend son petit paluchon et il s'en va vers le nord. Il marche pendant plusieurs jours, jusqu'à arriver au bord de la mer Méditerranée. Là, il y a un petit village, un village de pêcheurs, juste sur le bord de la mer. Et sur la place de ce village, il y a toutes sortes de gens qui arrivent, qui vont, qui viennent, qui installent un marché. Parce qu'il s'approche du village, il voit ça, ça lui donne envie, tout ce qu'il y a là au marché. De bons fruits juteux, du poisson frais, du pain croquant et chaud. Il se dit, je vais attaquer ce village, les gens vont s'enfuir et je vais pouvoir manger toutes leurs marchandises. Alors il s'approche du village, il se redresse, il se gonfle. Il fait 3 fois le tour de lui-même, il pousse son grand cri, il attaque le village. Il ne reste sur la place du village qu'une seule personne. C'est le marchand d'épices, avec sa charrette remplie de piments rouges. Tarasque s'approche de lui, il le regarde dans les yeux, comme pour dire, le regarde et dit, moi, je suis le marchand d'épices. Je suis très fort. Regarde mes biceps. J'ai même les tatouages. Je peux prendre les arts comme toi. Alors, à ce mot, Tarasque se redresse. Il se gonfle. Il fait 3 fois le tour de lui-même. Pousse son grand cri. Et se jette sur le marchand d'épices. Il l'avale en une seule bouchée. Le marchand d'épices, la charrette, mais quand on mange du piment rouge, vous savez ce qui se passe? Ça brûle la gorge. Alors Tarasque, à peine a-t-il mangé le piment rouge que ça commence à lui brûler la gorge. La fumée sort par ses oreilles, ses yeux tournent dans ses orbites tellement il a mal. Alors il voit la mer, il se précipite vers la mer, il se penche. Il boit 3 grandes gorgées d'eau de mer. Mais est-ce qu'on peut boire de l'eau de mer? Parce que l'eau de mer, c'est salé. Et quand on boit de l'eau de mer, ça fait piquer le nez. Et à peine a-t-il bu ses gorgées qu'il a le nez qui lui commence à le piquer. Et donc non seulement il a la gorge qui brûle, mais il a en plus le nez qui pique comme s'il avait mangé un bon de moutarde. C'est plus qu'il ne peut en supporter. Alors, il déploie ses ailes et il s'envole au-dessus de la mer Méditerranée.
peur qu'il vole au-dessus de la mer. Il voit au loin la terre qui s'approche. Et il sent un vent de plus en plus puissant qui lutte contre lui et qui l'empêche d'approcher. Et ce vent, il suit le cours d'une énorme rivière qui se jette dans la mer. Cette rivière, ça s'appelle le Rhône. Et le vent s'appelle le Mistral. Ça existe encore aujourd'hui. Et donc, Tarasque, fatigué de lutter contre le vent, il se pose là, à l'embouchure du Rhône. L'embouchure, c'est l'endroit où le fleuve se jette dans la mer. Et donc, il a toujours sa gorge qui brûle et son nez qui pique. Il se dit, je vais boire un peu de l'eau de cette rivière, mais je vais être prudent. Je vais seulement tremper le bout de ma langue pour voir si ça ne pique pas. Alors il s'approche du Rhône, il sort un tout petit peu sa langue et la trempe dans l'eau. Mais l'eau du Rhône était polluée par la centrale nucléaire. À l'époque, il ne faisait pas aussi attention que maintenant, il rajoutait beaucoup de choses dans le Rhône. Et donc, à peine a-t-il trempé sa langue dans l'eau du Rhône qu'elle se couvre d'énormes verrues. Et donc, le pauvre Tarasque, non seulement il a la gorge qui brûle, il a le nez qui pique, mais en plus, il a plein de grosses verrues sur la langue. C'est beaucoup plus qu'il ne peut en supporter. Alors, ce qu'il se passa, ce fut terrible. Dans une colère noire, il commença à remonter le long du Rhône. Et chaque fois qu'il voyait un village, il piétinait les maisons, il crachait du feu pour faire s'embraser les récoltes. Il poursuivait les habitants, mangeait les femmes et les enfants, parce que les hommes pouvaient courir plus vite pour s'enfuir. Et donc, en plusieurs jours, il fait un véritable massacre le long du Rhône, jusqu'au moment où il arrive au pied du bourg fortifié de Jarnègue. Un bourg fortifié, c'est un village entouré par des remparts. Bon, Tarasque, quand il voit les remparts, il se dit « Bon, j'attaquerai ce village demain. Maintenant, je suis un peu fatigué et je vais me reposer. » Et il va dans les marécages autour du Rhône. Et là, il trouve une petite caverne, une grotte bien fraîche. Il rentre dedans, il s'y couche, la fraîcheur lui fait du bien. Et il décide de s'y installer. Bon, de temps en temps encore, il sort, il va vers le bourg fortifié de Jarnègue, et en chemin, il mange quelques chèvres ou quelques moutons. Parfois, il mange le chien du berger. Parfois même, il mange le berger. Et puis, il retourne dans sa caverne. Pendant ce temps, en Judée, le pays du début, ce que Saint Jean avait prédit s'est passé. Il y a eu un sauveur qui est venu, et il s'appelait Jésus-Christ. Mais je ne vais pas vous raconter son histoire, parce que ça, on vous dit tous les dimanches ici. Ce que vous devez savoir simplement, c'est que Jésus-Christ, qui était le Fils de Dieu, était venu sur terre pour donner un enseignement aux hommes, pour leur dire qu'ils devaient faire le bien, qu'ils devaient être bons et gentils, et que tout le monde avait le droit d'être libre et égaux. Mais il y avait un roi à cette époque qui s'appelait Ponce Pilate, c'était un Romain. Il n'appréciait pas du tout l'enseignement de Jésus-Christ, parce qu'il disait, si tout le monde est libre et égaux, moi je n'ai plus mes esclaves. Et donc, il a envoyé ses soldats romains pour capturer Jésus-Christ. Ils l'ont torturé et ils l'ont crucifié, c'est-à-dire qu'il est mort attaché sur une croix. C'est pas gentil ça.
plus, Ponce Pilate, il ne s'est pas arrêté là. Non seulement il a fait crucifier Jésus-Christ, mais en plus, il a continué de persécuter tous les chrétiens, tous les amis de Jésus. Persécuter, ça veut dire les poursuivre pour leur faire du mal. Il les attrapait et il les donnait à manger à ces millions. Que beaucoup de chrétiens se sont enfuis pour échapper aux persécutions. Parmi ces gens, il y avait une famille dont je vais vous parler maintenant. Il y avait d'abord le grand frère qui s'appelait Lazare. Lazare, il a eu une histoire spéciale avec Jésus-Christ. D'abord, il était mort. Il était crevé, mort, étalé par terre, fini. On l'avait déjà recouvert de son linceul. C'est une sorte de drap qu'on mettait autour des morts à cette époque. Bon, alors, Jésus-Christ, il passe dans le coin. Et il entend dire que ce Lazare avait été un homme bon et qu'il ne méritait pas de mourir aussi jeune. Alors, Jésus-Christ s'est approché du cadavre de Lazare et il a dit: il s'est levé, il a marché, et il est parti. Il était ressuscité. C'était un miracle. Dans la famille, là, je vous ai dit qu'ils étaient plusieurs. Il y avait aussi la grande sœur qui s'appelait Marie-Madeleine. Celle-là, elle avait aussi eu une histoire avec Jésus-Christ. Je vous raconte brièvement. En fait, Marie-Madeleine, elle avait fait des grosses bêtises. Alors la foule, en colère, l'avait attrapée, l'avait amenée sur la place du village et il voulait la lapider. Lapider, ça veut dire la tuer en lui jetant des pierres. C'est pas bien de faire ça, c'est pas gentil. Enfin bon. Toujours est-il que Jésus-Christ, encore une fois, il passe dans le coin, il voit ça. Alors, il se met entre la foule en colère et Marie-Madeleine et il dit: ils ont réfléchi. Ils se sont dit: ouais, moi aussi j'ai déjà fait des grosses bêtises. Hein. Est-ce que je mérite pour autant de finir lapidé comme ça, comme je jette des pierres, c'est pas faire mal. Et les uns après les autres, ils ont réfléchi et ils ont dit: tout compte fait, laissons-la tranquille, cette Marie-Madeleine, nous a rien fait, on s'en va. Et ils sont rentrés chez eux. Ainsi, Jésus-Christ avait sauvé Marie-Madeleine. C'était encore une sorte de miracle. Et puis, dans cette famille, il y avait la dernière, la petite dernière, la petite sœur. Elle s'appelait Marthe. Et cette Marthe, c'était une délicieuse enfant, gentille et douce et belle. Et elle aimait tous les animaux. Et elle, Jésus-Christ, lui avait fait pour tout de pouvoir comprendre toutes les bêtes. Et donc voici nos trois compères, Lazare, Marie-Madeleine et Martine, qui veulent fuir les persécutions des Romains. Ils remontent vers le nord jusqu'à la mer Méditerranée. Là, ils cherchent un bateau, mais il y a déjà beaucoup de gens qui se sont enfuis. Il ne reste plus
ni rame, ni moteur. Mais comme il n'y en a pas d'autres, il décide quand même de prendre cela. Et c'est Lazare qui a une bonne idée. Il enlève son linceul, là, le tissu qu'on avait mis sur lui quand il était mort, et il l'accroche sur le mât. Et le vent prend dans le linceul, il fait comme une voile qui permet au bateau d'avancer. Dans un pays que l'on appelait la Gaule, qui maintenant s'appelle la France. Et en particulier, leur bateau accoste, ça veut dire il arrive sur le rivage, à l'embouchure d'un fleuve qu'on appelle le Rhône. Vous avez compris ce qui va se passer, mais je raconte quand même. Et donc là, ils débarquent de leur bateau et ils vont de village en village pour trouver les barbares, les Gaulois qui étaient encore des sauvages à cette époque. Alors il leur explique l'enseignement de Jésus-Christ, qu'il faut faire le bien, être bon et gentil, et qu'ils auront une vie meilleure. Et quand les barbares sont convaincus, alors il les baptise. Et pour les baptiser, Lazare utilise de l'eau bénite que Martine garde dans une petite gourde rose qu'elle tient toujours sur elle. Et donc voilà, ils vont de village en village pour baptiser les barbares. Jusqu'au moment où ils arrivent au pied du bourg fortifié de Jarnac. Alors là, ils ne voient personne. C'est le désert. Personne n'est dans les rues. Pas un seul enfant qui joue sur la plaine de jeu. Même pas une vieille entablée à fleurs qui attend devant sa porte sur les chaises pour regarder passer les voitures. Personne. Alors, il frappe à la porte de la plus grosse maison du village. Le chef du village qui habite là sort. C'est un Gaulois très fort et très sauvage. Il a 3 haches. Et il dit: malheureux, que faites-vous ici? Ne savez-vous pas qu'il y a dans la région une créature qui mange les enfants? Lazare dit: non, nous ne savons pas ça. Nous sommes des pèlerins. Nous venons dans les villages pour baptiser les gens et leur expliquer l'enseignement de Jésus-Christ. Moi, je veux bien votre baptême, mais est-ce que ça va nous débarrasser de cette créature ici qui règne dans les environs, qui nous embête, qui nous attaque? Et puis, ils vont se coucher. Le lendemain, Martine se réveille la première. Elle va trouver le chef du village. Et elle lui dit: si votre bête, votre créature, votre dragon, s'il est si méchant, c'est peut-être parce qu'il a un problème. Moi, je vais aller lui parler, et je suis sûr que ça va s'arranger. Le chef du village fait des yeux comme des soucoupes. Mais tu es cinglé, mon enfant, tu vas te faire dévorer. À ce moment, Lazare arrive et dit: laisse-la, car Dieu marche à ses côtés. Et si elle pense qu'elle va arriver à convertir votre bête, c'est qu'il y aura certainement un miracle. Et Martine part dans le petit matin. Elle quitte le village en direction de l'endroit qu'on lui a désigné, de la grotte où habite ce dragon.
un souffle puissant. Et ce qui se passa alors, vous devez le voir vous-même, parce que je ne peux pas vous le raconter. Elle a tout de suite compris quel est son problème. Elle a compris qu'il a la gorge qui lui brûle à cause du piment rouge, qu'il a le nez qui lui pique à cause de l'eau de mer et qu'il a plein de verrues sur la langue à cause de l'eau polluée par la centrale nucléaire. Alors, elle prend sa petite gourde rose, celle qui contient de l'eau bénite, et elle fait signe au dragon d'approcher. Lui, il est comme subjugué. Il la regarde, il s'approche un petit peu. Et Martine verse 3 gouttes d'eau bénite sur le bout de sa langue qui sortait là. Et en une fois, toutes les verrues tombent par terre. Le dragon secoue un peu sa tête. C'est incroyable. Il n'a plus mal à la langue, toutes les verrues sont tombées. Alors Martine lui fait signe d'approcher un peu plus. Avec sa petite gourde, elle verse 3 gouttes d'eau bénite sur le nez du dragon. Fini, ça ne pique plus. Alors, le dragon le tarasque, il s'approche encore plus et il ouvre une gueule énorme. Et Martine, elle rentre carrément tout son bras dans la gueule du dragon. Et quand elle est bien tout au fond là, elle verse les 3 dernières gouttes d'eau bénite dans sa gorge qui lui brûlait. Et en une fois, plus de douleur. Fini. Tarasque est vraiment soulagé. Il se sent mieux, comme il est reconnaissant à cet enfant qui l'a sauvé. Alors, Martine, elle le caresse un petit peu, et puis elle détache sa petite ceinture rouge, celle qui tenait sa tunique, et elle le passe autour du cou du dragon, un peu comme une laisse à un chien. Alors, les gens du village, ils s'approchent, et ils voient que le dragon est devenu doux, comme un poussin, comme un agneau. Et en célébration de cet événement, ils ont même changé le nom de leur village. Au lieu de s'appeler le bourg fortifié de Jarnec, il portera dorénavant le nom du village de Tarasque.